Oumar Adéanjou, bonjour. Bonjour Maury, bonjour Roland, bonjour à tous. Bonjour Laurent Roland-Tonekes. Maury Agua, bonjour. Oumar Adéanjou, bonjour. Amis téléspectateurs internet, bonjour. Alors, nous allons partir parce que nous avons fait le tour des quotidiens ce matin qui affichent des informations variées les unes que les autres. Ce qui retient notre attention, c'est donc le vote à l'Assemblée nationale du 4e rapport du président Louis-Yves Lavonu. On remarque que les députés des démocrates votent une fois encore contre ce rapport. Et puis un quotidien s'interroge s'il ne s'agit pas d'une hypocrisie. Oumar Adéanjou. Bon, moi je ne vois pas forcément une hypocrisie à ce niveau. C'est les opposants, c'est les gens qui sont contre la majorité en place. L'actuelle Assemblée est en majorité pour donc le président en place. Donc le rapport forcément ne sera pas forcément du goût de l'opposition. Et quand on sait qui sont les démocrates, c'est l'opposition, on va dire, radicale contre le président Patrice Talon et contre donc tous ceux qui sont donc des soutiens de ce président-là. Lavonu, soutien du président, Assemblée nationale en grande majorité également soutien du président. Moi, je ne vois aucune hypocrisie. Ils sont dans leur rôle, ils jouent leur rôle. C'est justement cela la vie politique. C'est justement cela l'animation de la vie politique. Pouvoir dire ce que les autres ne disent pas, pouvoir exprimer ce que les autres n'expriment pas, parce que nous ne sommes pas donc de votre bord politique. Moi, je pense que c'est de bonne guerre, c'est normal. Ils doivent pouvoir dire c'est pourquoi ils ne sont pas d'accord. C'est normal, ils sont contre donc et tel que les choses se déroulent, il exprime, c'est bien pour la démocratie. Eh bien, et Laurent Roland-Tonekes, oui, Oumar Adéanjou parlait d'opposition radicale. Donc, quand on est une opposition radicale, on ne doit plus voir ce qui est bon. Il faut forcément voter contre tout ce qui nous passe par la main. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que je le rappelle souvent, les temps ont changé. La manière de faire la politique hier, ce n'est pas de la même manière qu'il faut faire la politique aujourd'hui. Un rapport d'activité d'un président de l'Assemblée nationale, c'est plusieurs activités dans ce rapport. Donc quand vous rejetez, c'est vrai que vous rejetez le rapport en tant que député de l'opposition parce que vous ne partagez pas la vision du pouvoir en place et sachant très bien que les députés de la mouvance sont entre griffes la continuité du pouvoir exécutif, c'est normal qu'ils veuillent à un moment donné rejeter ce rapport. Mais j'estime qu'après avoir rejeté ce rapport, il faut qu'ils montent au créneau pour nous dire les raisons qui sous-tendent leur rejet. C'est-à-dire, nous avons rejeté le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. À tel niveau, nous sommes d'accord dans ce rapport, mais tel aspect abordé dans le rapport, nous ne sommes pas d'accord parce que la vérité, voilà là où ça se situe. Mais ce que le président de l'Assemblée nationale dit dans le rapport, nous ne sommes pas d'accord. Parce que si, à cette allure où on veut tout peindre en noir, je l'ai toujours dit, écoutez, on ne va pas prendre le temps à tout peindre en noir tout le temps parce qu'on est opposant. Il faut savoir à un moment donné mettre chaque chose à sa place, reconnaître ce qui est bien, mais en même temps dénoncer ce qui est mauvais, mais en prenant soin d'informer le peuple. Parce que quand vous rejetez pour rejeter, il se peut que ça soit en votre désavantage parce que des gens, à un moment donné, ayant vu ce qui se passe, peuvent vous dire, mais écoutez, apparemment ceux-là, ce n'est pas en réalité, ils ne sont pas en train de faire une lutte objective, ils sont en train de faire une lutte orientée, intéressée, en tout cas guidée par des intérêts en griffe. J'estime véritablement que oui, député de l'opposition, on peut rejeter le rapport du président de l'Assemblée nationale, mais c'est un rapport qui comporte plusieurs activités faites par le président de l'Assemblée nationale, par les parlementaires d'ailleurs. Et donc, on peut dire, voilà, telle activité que vous avez énumérée, nous ne sommes pas d'accord. Telle chose que vous avez mise à telle page, écoutez, voilà ce que nous reprochons à ce rapport. Et par conséquent, ayant fait le point de ce que tout ce que nous dénonçons est supérieur à ce que nous approuvons, c'est que nous avons jugé bon rejeter le rapport. Je crois que ça va beaucoup plus aider les peuples et ça va aider même ces démocrates-là pour que le peuple dise, écoutez, ils ne sont pas là, ils ne sont pas en train de faire une lutte de mauvaise foi, mais ils sont dans une lutte objective. Je pense que c'est à ce niveau qu'on les attend. Ils ont rejeté, on va voir. Je ne sais pas si, parce que hier, j'étais assez concentré ailleurs, donc je ne sais pas si certains députés du Parti des démocrates ont déjà pris la parole, mais dans la journée, on verra bien. Et peut-être lundi, on reviendra sur la question. Je pense quand même que, sauf si Oumar n'est pas de mon avis, qu'après donc ces genres de, comment je vais dire, de position, que l'on devrait organiser immédiatement une conférence de presse où
point de presse pour expliquer. Oui, ne serait-ce que ça. Je pense que Laurent l'a très bien dit. Il faut pouvoir expliquer aux populations ce pourquoi on vote contre tel ou tel partie donc, du rapport, parce que c'est pas sûr que ce soit tout le rapport qu'ils ont rejeté, parce que ça serait pas quand même assez objectif de dire on ne veut rien savoir, aller avec vous. Non, je pense qu'il y a des éléments qui ne sont pas donc de leur avis, et donc ils l'ont exprimé, et je pense que le moment est venu également, étant donné que nous n'avons pas accès certainement donc à tous les débats, il est bien qu'on puisse donc éclairer le peuple et dire à tel niveau il y a telle chose, et c'est cela qui va dynamiser donc notre vie politique. Alors, dans le rapport, par exemple, quand le président de l'Assemblée fait le point des activités, il y a par exemple les lois qui ont été votées pour lesquelles les démocrates aussi ont voté contre. Voilà. Donc si le président de l'Assemblée nationale a dit dans son rapport que pour telle loi, ils ont voté contre, et qu'ils viennent rejeter ça, et qu'ils même remettre en cause ce qu'ils avaient voté. Ouais. Donc j'estime qu'il y a des choses sur lesquelles il doit pouvoir dire, oui, nous avons été d'accord pour ça, par rapport à ce rapport, tel que ça a été libellé ici, nous sommes d'accord, mais tel que ça a été libellé de l'autre côté, nous ne sommes pas d'accord parce qu'à ce niveau, nous n'avons pas donné notre accord, et voilà, dans telle gestion des ressources. Je crois qu'on ne va pas continuer à tout peindre en noir. Je pense que l'opposition doit repenser sa lutte aujourd'hui. On ne va pas perdre de temps à tout peindre en noir. Il faut reconnaître ce qui est positif en prenant soin de mettre l'accent sur ce qui n'est pas bien, que les gens peuvent corriger, en faisant également des propositions. C'est très important. Je ne comprends pas comment on peut voter pour des lois et puis plus en aval, je vais dire, on vote contre le rapport de l'Assemblée nationale. Oui, c'est le rapport du président de l'Assemblée nationale. C'est un rapport qui vient pour dire tout ce qui s'est passé dans l'année a été ainsi. De la session, voilà. Est-ce que vous validez tel que c'est bon comme ça? Est-ce que tout a été fait de manière très parfaite, on va dire? Certains députés diront oui, parce que tout simplement, eux, ils sont de la mouvance et en grande majorité, tout ce qui s'est passé était bien pour eux. Mais les gars de l'opposition, en grande majorité, pour eux, ce n'était pas bien. C'est la continuité, comme il a dit, du pouvoir. Bon, les députés. On ne va pas voilà. Oui, mais non, mais ce n'est pas une impression. Ils sont des soutiens de l'actuel gouvernement. Ils vont travailler pour que le gouvernement ait les tests qui vont lui permettre donc de mettre en place son programme, de pouvoir donc, comment on appelle, faire son programme comme cela se doit. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a besoin de tel financement. Il faut aller à l'Assemblée nationale pour demander l'avis des députés. Les députés sont prêts à le lui donner. Donc, eux, ils jouent ce rôle-là, en fait. Voilà. Et donc, les gars de l'opposition qui, pour certaines actions, ne sont pas d'accord et qui n'ont pas voté pour tel ou tel projet de loi, c'est sûr qu'en grande majorité, ils auront beaucoup de points sur lesquels ils ne seront pas d'accord. Voilà. C'est pas qu'ils ont rejeté tout en bloc. Moi, je ne pense pas que les démocrates vont dire non, rien n'est bon, on ne veut même pas savoir. Non, je ne pense pas. Et je pense que c'est seulement hier que la session a eu lieu. Donc, je suis sûr que dans la journée ou bien même dans les jours à venir, ils vont s'exprimer, ils vont pouvoir nous dire les éléments qui les ont poussés à dire non donc, à ce rapport-là. Voilà. Mais dans tous les cas, le rapport a été déjà validé par la majorité des députés. Oui, voilà. Mais il est bon quand même qu'on puisse entendre aussi le son de cloche comment on appelle, des démocrates, puisque notre confrère a posé une très belle question, c'est de l'hypocrisie ou quoi? Voilà. Parce que les actions du gouvernement, on les voit, les actions et ce que l'Assemblée nationale fait pour aider donc ce gouvernement-là, enfin, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on devrait tout rejeter en bloc. C'est sûr qu'il y a des éléments qui ne sont pas, pour lesquels ils ne sont pas d'accord. Et les jours à venir vont nous éclairer. Ouais, je pense que leur sortie permettra de confondre, parce que quand vous rejetez et que les autres, à l'unanimité, en tout cas les députés de la mouvance à l'unanimité, approuvent ce rapport d'activité et que vous, de l'opposition, vous rejetez et que vous sortez des insuffisances de ce rapport, ça vous permet de confondre en réalité le président de l'Assemblée nationale et de confondre les députés de la mouvance présidentielle. Et donc, si vous ne réagissez pas, c'est à croire que c'est donner raison à celui qui parle d'hypocrisie ce matin. Très bien, on va parler d'autre chose alors. En tout cas, moi, personnellement, je me réjouis ce matin avec cette bonne nouvelle, la diplomatie béninoise quand même très offensive avec cette bonne nouvelle du Canada qui va donc implanter son ambassade au Bénin. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est très difficile quand vous devez avoir le visa pour le Canada. Je me rappelle en 2010 où je devais faire une formalité, il fallait se retrouver au Ghana d'abord. Tout à fait. Et parfois, c'est parti la veille. Hein. Il faut partir la veille ou 2 jours avant, s'installer, prendre en tout cas son quartier général, s'informer, et puis après aller à l'ambassade. C'est toute une situation. C'est vrai qu'avec le temps, ça a évolué. Excusez, ça a évolué où vous pouvez faire ça en ligne, et puis après, dès que c'est bon, ils vous disent, vous envoyez juste le passeport, ils mettent le visa, ils vous renvoient ça par DHL. Bon, mais tout ça aussi, c'est stressant.
Et c'est de l'argent qu'il faut dépenser, parce que c'est vous qui prenez tout en charge. Je crois qu'avec cette information aujourd'hui, où beaucoup de personnes béninois veulent aller au Canada parce que, oui, voulant aller tenter l'aventure, je crois que ça facilite les tâches parce que aller au Ghana, aller-retour, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis après les formalités, ce que vous payez en ligne, tout ça là. Vous avez la solution à côté. Je crois véritablement que c'est un coup de maître. Il faut véritablement apprécier cela et remercier les autorités canadiennes et également les autorités béninoises. On va faire confiance au Bénin. Oui, voilà, les autorités canadiennes qui ont fait confiance au Bénin. J'ai pu lire que c'est le fait qu'aujourd'hui, le Bénin est davantage sollicité au plan international. Le Bénin, on parle davantage du Bénin au plan international. C'est ça qui a guidé les Canadiens à prendre la décision. Oui, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est vrai, ceux qui sont là, on parle de révéler le Bénin. Et à bien des égards, il faut le reconnaître, le Bénin est bien révélé dans bien des domaines, même si en interne, on a des choses. Je suis particulièrement heureux de vos commentaires ce matin. Non, ne soyez pas heureux, parce que je ne suis pas là pour faire du vous-là parfois. Je ne suis pas là parfois pour critiquer. Je le dis clairement, je dis, au plan international, il y a des choses qui se font qui font que le Bénin est révélé, on apprécie. Et j'ai toujours reconnu que le chef de l'État a fait de grands travaux. Je n'ai jamais été dans l'hypocrisie de reconnaître ça au Bénin ici et sur ce plateau. À plusieurs reprises, je l'ai reconnu. Mais je dis, en interne, nous avons des problèmes. Il ne faut pas se voiler la table. De la diplomatie. Oui. En interne, nous avons des problèmes politiques en interne. Non, parce que nous parlons de la diplomatie offensive. Justement. Donc, ne nous voilons pas la face. Au plan international, on peut bien parler de vous, mais dans votre famille, on peut bien mal parler de vous parce que vous n'avez pas bon cœur. Je suis complètement d'accord. Donc, la politique interne est bien C'était juste pour vous titiller un peu. Non, oui, mais justement, il fallait que je précise pour que les gens ne disent pas tout le temps que je désavoue le gouvernement parce qu'il a toujours reconnu ce plateau, ce qui est fait de bien. C'était juste pour vous taquiner. Oui, voilà. Donc, pour dire. Mais c'est bien d'avoir répondu comme ça aussi, je suis d'accord avec vous. Donc, pour dire que, oui, véritablement. Votre chapeau vous va bien aussi. Merci. À la fin, je vous donne ça. Votre côté Yoruba est sorti aujourd'hui. Je ne suis pas Yoruba. Ah, vous n'êtes pas d'origine Yoruba. Non. Mais ça vous je suis béninois. Comme un bon Yoruba, Nago, je suis béninois. Ok. Je suis de toutes les embrouillez, comment votre interférence perturbe le débat. Vous allez pouvoir vous ranger, sinon nous risquons de vous renvoyer de ce plateau. Non, c'est bon, je suis rangé. Donc, pour dire quoi, au plan international, il y a des choses, quand on parle de la restitution des biens, quand on parle du développement du tourisme, des infrastructures réalisées, qu'on le veuille ou non, ça change l'image du Bénin au plan international. On a pu voir des artistes venir se produire à Cotonou avec ce que nous avons le plus long mur. Le mur graffiti, oui, voilà. D'accord. Donc ça, c'est des choses. Et puis aujourd'hui, les gens au plan international, vous savez, c'est pas comme chez nous où on travaille 305 jours sans pouvoir sortir de notre clavie à Kassatou pour aller à Cotonou, visiter. Il faut d'abord que le salaire vous suffise d'abord. Bon. Pour que vous économisez pour sortir de votre clavie natale, non? Non, le drame, c'est que des gens ont même l'argent, mais n'ont pas cette culture. Ailleurs, les gens, aujourd'hui, ils finissent de travailler en Europe, aux États-Unis, au Canada. Les gens finissent de travailler, ils mettent 1 mois pour sortir de leur pays, aller se promener. Donc l'économie là est faite pas au cours de l'année. Et ils vont. Et c'est ça qui a donné de la force au Rwanda, parce que vous allez voir sur les maillots du PSG, par exemple, on voyait visite Rwanda. Mais sachant très bien qu'au Rwanda, en interne, ça ne va pas. Oui. Kagame n'est pas un modèle. Tout à fait. Mais il a fait des choses pour révéler son pays. Voilà. Il a fait des choses pour révéler son pays. Ouais. Donc c'est vrai parce qu'on fait des choses pour révéler son pays que tout va en interne. J'en ai fini. D'accord. Roland Tony Kess. Mais ce que moi je voudrais dire, pour compléter un peu le commentaire de Roland, c'est que quand vous payez des États comme le Canada, c'est des États qui très souvent s'alignent derrière leurs alliés, leurs grands alliés, tels que les États-Unis. Leur politique d'influence, c'est toujours lié, par exemple, aux États-Unis. Donc ce qui fait que leurs ambassades, c'est dans des endroits très stratégiques qu'ils les mettent. Des pays qui peuvent donc contribuer et donc permettre leur influence dans le monde. Ça veut dire que le Bénin aujourd'hui monte en estime vis-à-vis donc de ces pays-là. Le Canada n'implante pas une ambassade n'importe comment. Moi, je me souviens, il y a quelques années, lorsque j'avais eu une bourse pour aller étudier au Canada, mais enfin, faute de moyens, je ne suis plus parti finalement, mais on avait besoin de faire des papiers. Et il fallait donc aller jusqu'au Ghana. Voilà, donc il y avait eu tous ces problèmes-là, comment aller là-bas, il faut envoyer des papiers. Alors on fait par Internet, c'était les débuts d'Internet en 2000, mais comment tu fais, c'était compliqué. Donc finalement, voilà. Donc c'est pour vous dire que ces pays-là n'implantent pas une ambassade n'importe où. Généralement, ils s'allient à leur partenaire que les États-Unis. Et c'est pas seulement le Canada qui agit ainsi, il y a bien d'autres pays occidentaux qui agissent comme ça, des pays comme le Danemark l'a fait,
fait Nantes, ces gens de pays-là, ils s'alignent généralement soit derrière la France, l'Allemagne, les pays qui ont des... Voilà, eux, ils ont un précaré déjà dans ces endroits-là, parce que c'est les plus puissants, ils en ont les moyens, ils peuvent installer un peu partout où ils veulent. Voilà. Mais par contre, le Canada, aujourd'hui au Bénin, ça veut dire que comme on appelle, nos ambassadeurs, nos diplomates font un travail qu'il faut saluer. Il faut saluer aussi le travail du ministre. Voilà, le travail donc du ministre des Affaires étrangères. Oui, le travail du ministre des Affaires. Parce que beaucoup de pays donc, de la sous-région, désormais, pour pouvoir faire des papiers en rapport avec le Canada, où on doit faire des choses pour peut-être se rendre, viendront peut-être au Bénin, comme beaucoup de Béninois auparavant allaient au Ghana et tout. Voilà. Donc, je pense qu'on monte en estime vis-à-vis de ces pays-là. Et c'est le travail également du président de la République qu'il faut saluer. Ce travail-là de révélation, comme on va dire, du Bénin, que Laurent a bien reconnu ce matin. Donc c'est quelque chose de très bien aussi. Voilà, donc il faut saluer tout ça. Et je pense que c'est tout ça mise ensemble qui fait qu'aujourd'hui, le Canada a envie d'implanter son ambassade au Bénin parce que ça va lui permettre, donc, sur le plan de la géostratégie, d'être un peu plus influent, certainement, dans la région. Oui, il faut aussi considérer le fait que le Bénin est un pays, qu'on le veuille ou non, en dehors des déboires que nous avons connus au cours des différentes élections depuis 2019, c'est un pays assez relativement pacifique. Oui, et donc, stable sur le plan institutionnel. Voilà, donc ça c'est un indicateur très important pour ces pays-là. Et déjà, vous prenez par exemple des pays comme le Burkina Faso, le Niger, le Mali aujourd'hui, le Togo, doivent maintenant certainement se replier sur le Bénin au lieu d'aller certainement au Ghana, pardon. Donc se replier sur le Bénin et vous imaginez ce que ça apporte comme devise parce que ces gens viennent au Bénin, c'est quand même pour payer des choses, des hôtels qui vont, c'est le transport, tout ça là. Donc vous voyez, donc c'est autant de choses dont il faut tenir compte. Non, ce qui va changer, comme vous le demandez, c'est que oui, non, dans la collaboration avec le Canada, c'est que les choses iront très vite parce que avant, il faut aller se référer à l'ambassadeur du Canada qui a résidence au Ghana. Il faut aller là-bas, alors qu'ici, comme nous aurons un nouvel ambassadeur du Canada au Bénin qui sera sur le terrain et qui va s'imprégner régulièrement des réalités au Bénin, qui pourra aller dans les coins et recoins dans les localités du Bénin pour voir la réalité, toucher du doigt la réalité. La coopération va prendre un nouvel envol parce qu'il y aura de nouvelles... Est-ce qu'on aura de plus en plus de Canadiens au Bénin? Pourquoi pas? Parce que rappelez-vous, le programme auquel vous avez participé ou auquel j'avais participé, vous rappelez que c'est un programme entre le Bénin, une ONG béninoise et une ONG canadienne, et qui permettrait aux jeunes d'aller au Canada pour un certain nombre de mois et venir ici après, vous pouvez repartir si vous voulez, et après c'est les jeunes Canadiens qui venaient ici. Donc à un moment donné, ça a pu continuer parce qu'il n'y a plus de suivi. Aujourd'hui, avec l'ambassade du Canada au Bénin, c'est que les acteurs de la société civile auront du répondant direct et qui pourront travailler avec les ONG, les associations canadiennes également. Oui. Ça va beaucoup plus aider la société civile, ces acteurs qui interviennent dans différents domaines, notamment la promotion de la femme, la protection de l'enfant, autant de choses. Beaucoup de choses vont changer. La coopération entre les deux pays va véritablement changer parce qu'il y a un répondant sur place qui peut en même temps faire le constat et aller visiter, en tout cas, se rendre compte de la réalité de ce qu'on demande et autres là. Et ça va évoluer. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, la coopération sera plus directe désormais. Il n'y aura plus à passer par... Ce sera une coopération B2B. Oui, ça sera vraiment direct. Il y a un ambassadeur direct qui pourra agir donc, auprès donc, des autorités canadiennes pour faire avancer donc, comment on appelle, les accords entre le Bénin et le Canada, les associations, comme il a dit. Parce que ces gens de pays-là aussi, ils interviennent beaucoup dans le non-gouvernemental, dans tout ce qui est organisation non-gouvernementale, dans la coopération, on va dire, plutôt social, dans l'aspect social des choses, et également dans tout ce qui a rapport avec les droits humains, les libertés. Donc, c'est sûr que comment on appelle, les syndicats, comme il a dit, les organisations de la société civile pourront donc avoir donc, un interlocuteur beaucoup plus direct plutôt que de chercher à voir telle organisation, passer par telle. Donc, on pourra avoir accès directement à l'État canadien, au financement de tous ces genres d'activités là dans les pays donc sous-développés. Ça sera plus direct désormais avec le Bénin.
On a quand même, il faut reconnaître qu'on a quand même les représentations de très grands pays au Bénin maintenant. Hein. Si le Canada s'y ajoute, on avait les États-Unis, le Brésil, on avait l'Afrique du Sud. Vous avez la Turquie. La Turquie, vous avez la Turquie est là, oui, voilà. La Turquie. Oui, la France. Oui, en fait, il y avait l'ambassade de la Turquie en Côte d'Ivoire, mais il y a un ambassadeur maintenant au Bénin depuis quelques années, la Turquie au Bénin. Donc, ça facilite d'ailleurs, parce que quand vous voulez aller en Turquie, ça facilite beaucoup plus les choses pour les Béninois qui se rendent régulièrement en Turquie aujourd'hui, pour les affaires, parce que quand vous avez tout ce que vous avez comme prêt-à-porter aujourd'hui, la grande partie, c'est en Chine et en Turquie, les gens vont s'approvisionner, donc notamment la Turquie. Très bien. Donc, on souhaite bon vent au ministre des Affaires étrangères, au président de la République qui véritablement ont prouvé que le Bénin peut. On va y arriver davantage. Aujourd'hui, nous allons quand même parler d'un sujet important. Le ministre Romuald Wadagni à la Banque africaine de développement, ça se précise et les 4 vérités en a parlé aujourd'hui. Oumar Diandjou, le sujet vous intéresse. Voilà le jeune ministre des Finances qui, véritablement depuis 8 ans, à la tête du ministère des Finances, démontre ses compétences, vend le Bénin à l'extérieur, va décrocher quand même des, comment on appelle, les financements. Les financements, mais aussi quand ils font... Ils prennent de l'argent. Les prouesses économiques qu'on fait et que les gens le reconnaissent. Les emprunts obligataires. Les emprunts obligataires, voilà, c'est le mot que je cherchais, les emprunts obligataires et tout. Quelles sont les chances de Romuald Wadagni? Le quotidien s'interroge, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est votre regard sur cette ambition du ministre Romuald Wadagni. Oui, moi je pense que c'est une ambition très légitime, eu égard à tout ce qu'il a pu donc, comment on appelle, accomplir comme prouesse à la tête du Bénin. Depuis que le Bénin est Bénin, je me demande si on a déjà eu des notes... Tête du ministère des Finances. Bon, pardon, du ministère des Finances, voilà, en tant que chef donc, de tout ce qui a rapport avec l'économie des finances, notre argentier national. Depuis que le Bénin est Bénin, je ne sais pas si on a pu avoir de telles notes au niveau donc, de ces agences de notation sur le plan financier. Je ne sais pas. À chaque fois, on nous donne de très bonnes notes et je pense que c'est égal. C'est vrai que c'est le programme du président Talon qui est en place. Il y a le président Talon qui donne la direction, mais lui, il les applique très bien et ça permet finalement au Bénin donc d'avoir donc toutes ces retombées sur le plan sur le plan économique et c'est une très bonne chose et je pense que cela va jouer en sa faveur. Parlant de chance, je veux dire, les prouesses économiques du Bénin vont jouer en faveur donc de Wadagni au niveau donc de la BAD et je pense qu'il peut être un candidat très bien. Et sérieux. Moi je veux un candidat sérieux, on peut le dire. Oui, c'est un sérieux candidat. C'est un sérieux candidat. C'est vrai qu'il y a un Zambien qui est aussi en liste, qui lui a fait tout son parcours pendant près de 30 ans à la Banque mondiale, qui également est un économiste chevronné, qui pourra donc lui opposer une certaine adversité, donc je veux dire dans la compétition, donc pour arriver donc comment on appelle au sommet de la BAD, mais à la tête de la BAD, je veux dire. Donc c'est assez compliqué. Mais moi je pense qu'il y a des éléments qui vont jouer en sa faveur, parlant de chance, les prouesses économiques du Bénin et également peut-être sa jeunesse, ça peut être un atout très bien également, parce que, voilà. L'autre chose aussi qui pourrait peut-être faire que les États vont soutenir le Bénin dans la candidature de Wadagni, c'est que depuis tout temps, je me demande si un Béninois a déjà été à la tête de la BAD. Voilà, moi je ne pense pas. Ça serait la première fois. C'est le bon droit. Si tous les autres le font et que comme on appelle sur le plan diplomatique, on arrive à avoir tous nos voisins, nos alliés aux côtés de nous pour nous soutenir dans ça, moi je pense que c'est une bonne chose. C'est un candidat pour moi qui mérite, il le mérite. C'est bien qu'il puisse être donc à la BAD. Très bien. C'est une fierté pour le Bénin si jamais il est élu. Oui, vous êtes de l'avis de Omar? On n'a jamais eu un Béninois à la tête de la BAD, c'est beaucoup plus les Nigériens qui prennent ce poste. Et puis, il faut avouer qu'en fait, quand vous prenez les banques régionales, le plus souvent, les thèses prévoient que tel poste serait occupé par tel pays, et le siège est habité comme la BOAD ou le Bénin qui prend. Au départ, c'était des règles tacites comme ça. Oui. Non, même pour la BOAD, ça n'a jamais changé. La preuve, vous allez voir qu'il y a quelques années, la Côte d'Ivoire a voulu forcer les choses, mais ça n'a pas marché. Donc, mais pour la BAD, il y a possibilité de changer et je crois que
Aujourd'hui, le ministre des Finances que nous avons au Bénin, Romuald Wardani, a montré ses preuves. De toute façon, si on s'en tient aux différentes distinctions reçues par Romuald Wardani au plan international, au plan régional et sous-régional, on ne peut que se féliciter de ce que, oui, nous avons un bon cadre. Et les réformes structurantes opérées au ministère des Finances, avec la gestion rigoureuse qu'on observe aujourd'hui, même si en interne il y a encore d'autres problèmes à régler, j'estime que si c'est la base de ces réformes pour lesquels il est salué, il est félicité, il est distingué, on peut dire que c'est une bonne candidature et que le Bénin a de fortes chances de prendre ce poste. Sauf que il a en face, en dehors des autres candidatures, il a quand même en face de lui le Zambien qui totalise quand même 30 ans à la Banque mondiale, et expert financier de son État qui totalise 30 ans à la Banque mondiale. Et puis, vous regardez dans ces situations où, je veux dire, dans ces institutions, parfois, c'est l'expérience qui parle, c'est le réseautage qui parle. C'est le réseautage qui parle. Je veux bien croire que le Bénin a pris toutes les décisions possibles pour faire fonctionner le réseautage au plan international pour que Wardani puisse prendre le poste, parce qu'il ne faut pas se baser sur le fait qu'il a reçu seulement des décisions. Et puis, je le dis, je l'ai dit à tout hasard la dernière fois pour dire, mais si les institutions ont passé tout le temps à donner des dissensions à Romuald Wardani, Banque mondiale, Banque africaine de développement, UEMOA, tout ça là, et que vous reconnaissez que c'est le meilleur ministre de la sous-région de la CEDEAO et même de l'Afrique à un moment donné, avec certaines dissensions, je crois qu'on ne devait pas avoir débat. C'est-à-dire que les mêmes qui ont passé le temps à lui donner des dissensions doivent unanimement accompagner cette candidature et dire oui, nous avions reconnu que tu es meilleur, que tu es dynamique, et donc viens nous prouver ton dynamisme à la tête de l'institution africaine. Mais c'est comme vous l'avez dit, à la tête de cette institution, pour mettre quelqu'un à la tête, c'est beaucoup plus le résultat qui parle. Voilà. C'est deux aspects. Voilà, donc c'est facile. C'est au Bénin maintenant de travailler. On s'entend ici pour dire que Marcel Yeddo est un bon réalisateur. Un très bon réalisateur. Moi, je ne l'ai pas connu ici, il est très bon. Oui, on s'entend. On dit qu'il est un très bon réalisateur. Mais imaginez qu'on dise qu'on veut un réalisateur pour une chaîne étrangère et qu'après tout, quelqu'un d'autre, un certain Bernardin Aglo sort de nulle part pour dire aussi qu'il est candidat, et qu'après, nous-mêmes qui avons passé notre temps à parler de jeunes compétents, jeunes dynamiques compétents, nous soyons là à choisir l'autre Bernardin Aglo là et qu'on laisse Martin Yeddo. C'est de ça que je parle en réalité, pour dire que voilà. Mais ce n'est pas aussi gagné d'avance, c'est pas ça. Je crois que maintenant, il y a quelques jours, il y a une information qui est passée, certainement inaperçue. J'ai pu lire que le directeur des opérations de la BAD est un Béninois, parce que quand il voulait choisir le directeur d'opération, si l'information est confirmée, je me demande si ce n'est pas un piège pour le Bénin. Pour dire qu'on a déjà obtenu quelque chose. Donc voilà, parce que je vais bien vérifier dans la journée, on peut revenir sur ça la semaine prochaine, mais je dis, si entre-temps on voulait choisir le directeur d'opération de la BAD et qu'on a laissé passer que c'est un Béninois qui a pris, est-ce que les gens n'ont pas piégé le Bénin à ce niveau pour dire, mais vous aussi, regardez. On ne peut pas avoir président de la BAD et avoir comme directeur des opérations encore un Béninois. D'ailleurs, logiquement. Vérifier dans l'information. Donc, je dis qu'à ce niveau aussi. Mais quand on regarde quand même ce qu'il a pu faire jusque-là, avec les investisseurs, parce que les investisseurs qui doivent venir au Bénin sont d'abord davantage rassurés par le ministre des Finances et de l'Économie. Et donc, aujourd'hui, n'oubliez pas que le volet coopération a été greffé au ministère des Finances et de l'Économie, parce qu'on a racheté son ministère de l'Économie. Et donc, tout ce qui est coopération, c'est lui qui gère ça. Et si, dans la coopération avec les pays, on n'a pas encore eu devant de ce que tout va mal et que tout va bien, de toute façon, c'est à son actif. Et donc, rien que des aspects positifs à mettre dans sa candidature. Espérons, c'est un Béninois. S'il gagne, ça va être toute une fierté pour nous tous. Nous l'accompagnons de tous nos voeux avec nos pensées positives. Je pense que même les postes dont vous avez parlé, là, le directeur des opérations, toutes ces choses, c'est des postes qui rentrent en ligne de compte dans la balance, pour décider finalement de qui sera à la tête. Les autres pays aussi vont proposer des personnes à ces endroits-là. Et donc, c'est au Bénin maintenant de savoir jouer. Est-ce qu'on le déplace légèrement? Est-ce qu'on lui donne un autre poste? Oui, voilà. Parce que ça va être un argument. Si c'est confirmé, ça va être un argument. Ça va être un argument pour. C'est de véritable négociation, en fait. On négocie, on prend le temps. Mais de toute façon, ça n'empêche pas de lui envoyer une pensée positive et souhaiter que. En tout cas, moi, personnellement, je serais très fier de voir un Béninois aussi jeune à la tête de la BAD. On souhaite bonne chance au ministre des Finances, Romuald Wardani. Mais j'ai une dernière question. Si le ministre, il arrivait que le ministre était choisi comme le président de la BAD, et
comment je vais dire la chose, et que les Béninois avaient envie de l'avoir comme un président de la République. Est-ce qu'il pourra encore J'avais pensé à cet aspect-là. C'est une lucane que vous ouvrez pour un autre débat. Est-ce qu'il pourra encore postuler pour être président de la République? C'est pas parce qu'il est président de la BAD qu'il n'est plus béninois. Non, la preuve, l'autre a quitté la BOAD pour être président en 2006. Oui, mais s'il est déjà à la BAD, est-ce qu'il va démissionner? Bon, si les Béninois le sollicitent pour être président de la République. C'est une décision personnelle. Non, il se peut qu'à ce niveau, il soit obligé, parce qu'en réalité, s'il veut être candidat, il se peut que, peut-être, je ne sais pas, les tests de la BAD, on ne connaît pas, puisque les tests peuvent lui exiger de quitter, parce qu'il ne peut pas être en train de s'investir politiquement sur le terrain et être là-bas. Ce n'est pas évident qu'il soit concentré sur les problèmes de la BAD. Donc, on attend de voir quand même. Est-ce que ce n'est pas aussi peut-être une manière de sortir du jeu? On attend de voir. Moi, je pense que c'est les deux occurrences en fait qu'il faut considérer ici. Soit le chef entend de voir, quand je dis le chef, je pense au président Talon, parce que son nom est de temps en temps cité, il faut le reconnaître. Dès que vous rentrez dans certains cercles, on vous dit... Bon, lui-même, il dit que ce n'est pas sa préoccupation, mais les gens de le laisser se concentrer. Les gens le disent en ville. Il se peut que ce soit Romuald Dardanier, qu'on nous le cache, peut-être c'est lui le dauphin. Donc peut-être que le chef a eu vent de cela et qu'il se dit, bon, écoutez, toi, écoute mon frère, je vais te mettre à un bon endroit, on va chercher le moyen de t'envoyer là-bas. Bon, ça, c'est un bon cas. Maintenant, si jamais il est à la BAD et que malgré tout, des partis politiques quand même le plébiscitent, le portent donc en tant que candidat, mais c'est un Béninois, ça ne l'empêche pas d'être candidat. Ça, c'est une décision personnelle. Ça n'a rien à voir avec ma préoccupation est quand même, je suis satisfait. Oui, Laurent veut nous apporter. Je crois que l'information, je viens d'avoir ça, je crois que Emmanuel Pinto Moreira, économiste béninois, occupe désormais le poste de directeur des opérations spéciales de la Banque africaine de développement. L'annonce a été faite par l'institution financière. Je crois que il est nommé avec effet au 1er juillet 2024. Voilà. C'est-à-dire que c'est une manière aussi de préparer le terrain pour l'autre. On ne sait jamais. Oui, non, en réalité, c'est pour dire que... On mettra le temps de voir la suite. Voilà, ça va. On peut mettre fin au débat. C'est vous qui décidez. Ça dépend de vous. Bon, on va finir rapidement. Il y a un débat que vous n'avez pas fait. 3 minutes. Pourquoi vous ne faites pas ce débat? On va finir. Il y a un débat qui défraie la chronique, qui est à la une sur les réseaux sociaux de Jeune Afrique, par exemple. C'est quoi? Il y a un monsieur Balthazar, quelque part. On en a parlé hier. On parle pas Carole en a suffisamment parlé. Ah, vous en avez? Ok, parfait. Elle a vidé ce dossier, donc moi, je ne reviens plus. Parce que ceux qui nous suivent à la maison s'attendent à ce qu'on dise quelque chose. Non, je ne reviens plus. Parce qu'il y a des femmes de grandes personnalités. Non, je ne reviens plus sur la bataillisation ou bien... Non, laissez. Alors, donc on va finir rapidement. Relecture du code du numérique, Laurent Roland-Antoine. Oui, je crois que c'est un problème pour les professionnels des médias que nous sommes. Et c'est un problème pour les citoyens. Le code du numérique, on sait très bien les dispositions qui sont dedans, c'est pas facile pour les citoyens. Mais la relature, ça ne veut pas dire forcément qu'on va changer ce qui n'arrange pas les professionnels des médias. Non, je crois que véritablement, en faisant la relature, il y a des choses qu'on peut modifier, il y a des amendements qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on peut casser aussi. Oui, voilà, bon, c'est possible. Parce que vous savez très bien, oui, bon, c'est vrai que ceux-là que nous avons en face là, ils sont assez ingénieux, hein, ils vont vous dire qu'ils veulent relire le code du numérique. Je vous retrouve en fait. Vous allez voir que, vous allez dire qu'ils veulent faire du bien pour le peuple et ils vont sortir de là-bas et vous dire que le simple fait de mettre émoticône yes quand quelqu'un a commenté, a critiqué là. Ça peut t'envoyer devant le commissaire. Donc du coup, ces gens-là sont terribles. Mais pour autant, on ne va pas être pessimiste, on va être optimiste et espérer que les choses aillent plus mieux. Non, écoutez, ce qui se passe, c'est quand même grave. Vous et moi, journalistes, on se tague des journalistes d'être sur le plateau, mais vous savez qu'il y a des choses que je dis ici que je ne peux jamais oser écrire sur ma page Facebook. Oui. Parce que je sais que le jour où je vais écrire ça, le code du numérique ils vont faire capturer et me chercher à 5 h du matin pendant que je suis encore en slip. C'est ça. Donc, j'estime véritablement qu'à ce niveau, il faut vraiment, si les gens sont de bonne foi, qu'ils relisent ce code, changent les choses et aident les professionnels des médias, la liberté d'expression, qu'on essaie de permettre à ce que cela soit respecté et que ça protège les journalistes que nous sommes. Ça ne veut pas dire que les journalistes doivent diffamer. Je le dis clairement. Et ma prière tous les matins avant de venir sur le plateau, je dis, Seigneur, ne permets jamais que je diffame. Seigneur, ne permets jamais que je dise des choses qui peuvent choquer et qui peuvent toucher la sensibilité ou la vie privée de quelqu'un. Parce que si nous respectons ça, le reste là, on peut faire le débat. Quelqu'un nous interpelle, on peut s'asseoir et dire, mais monsieur, c'est quoi? J'ai donné mon avis, voilà. Donc, mais si vous diffamez,
Les gars vous guettent tous les jours. Je sais que tous les matins, ils sont câblés devant la télévision. Il y a ceux qui enregistrent pour qui enregistrent. Il y a ceux qui restent avec carnet de notes, qui notent. Le jour où tu vas faire une bêtise, en tout cas, tu vas faire l'erreur de dire quelque chose et c'est une diffamation, oh là là, imaginez la suite. En tout cas, Dieu nous en préserve. Ça ne m'arrivera pas. Et ça n'arrivera à personne ici. Amen. Amen. Quand vous dites que tout le monde, les gens sont devant la télévision, vous me faites penser à quelqu'un, au colonel Dadjo, il est traumatologue, il est docteur, vous me faites penser à lui. Oui. Voilà. Oui, par rapport au numérique, j'ai bien aimé le discours de Laurent, mais il faut pas perdre de vue qu'on partait de quelque part pour arriver aujourd'hui à là où nous sommes. Il y avait beaucoup de désordre en ce moment sur Internet. Si vous vous en souvenez, il y avait pas mal également de cybercriminalité. Et donc tout cela a conduit à mettre en place ce code-là, très répressif, très contraignant. Et donc, finalement, beaucoup d'entre nous sont en train de critiquer finalement le code parce que nous, qui sommes des professionnels des médias, sommes finalement touchés par certains aspects donc, du code qui nous empêchent donc de faire certaines choses avec toute la liberté qu'exige donc notre profession. Et ça, c'est bien malheureux. Si on peut, parce que c'est une interrogation que notre confrère a faite ce matin. Voilà, il se demande, est-ce qu'on ne va pas vers donc la relecture du code du numérique, parce qu'il y a la semaine du numérique, je crois, qui est en cours. Donc, certainement que à ce niveau, dans ce cercle-là, dans le cadre, fait un atelier à ce propos. Voilà, donc dans ce cadre, certainement, il y a eu des réflexions. Voilà, il y a eu des réflexions sur certains aspects du code, certainement qui pourraient être peut-être contraignants pour telle ou telle profession, pour telle, voilà. Notamment nous les journalistes, c'est un peu compliqué. C'est vrai que moi j'aurais aimé qu'on recadre certaines, enfin, je ne sais pas si je dois les appeler certains métiers, mais certaines professions aujourd'hui qui émergent grâce au numérique. Tels que les activistes, cyberactivistes, les influenceurs, toutes ces choses-là, qui se permettent de dire tout et qui induisent pas mal de personnes en erreur. Il faut le dire, surtout ces influenceurs, ils viennent quelquefois et ils vous disent des choses, mais tu te dis, mais on est dans quoi? Ils créent la détresse émotionnelle aux gens. Voilà, beaucoup de problèmes aux gens, je vous assure. C'est ça qui a envoyé quelqu'un de détresse voilà, donc, si le code du numérique peut être sévère, mais en pensant quand même à nous, quoi. Nous faisons un travail dont les gens ont besoin. Les gens ont vraiment besoin de notre travail. C'est essentiel. On nous parle, on nous prête, on dit même que nous faisons partie des pouvoirs dans une république, au même titre que le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et tout ça. Donc ça veut dire quoi? Nous sommes le porte-voix de tout ce peuple-là. Bon, au Bénin, c'est une bonne question. Est-ce qu'on est encore pouvoir? Au Bénin, la question mérite d'être posée. Est-ce qu'on est encore pouvoir? Voilà. Au Bénin, la question mérite d'être posée, ne serait-ce que pour que nos autorités réfléchissent et savoir que nous avons également des talents. Nous avons également des talents en ce qui concerne les journalistes. Et ces talents-là, je ne vais pas aller loin. Il y a moi ici, il y a Roland, il y a vous. Oui, nous sommes des talents. Les gens nous suivent, les gens nous écoutent, les gens apprécient ce que nous disons. Voilà. On ne va pas se cacher. Enfin, on ne va pas souffrir. Enfin, on ne va pas parce qu'on veut être... Non, on ne fait pas notre propre atalakou. On ne va pas parce qu'on est humble, qu'on ne va pas pouvoir dire qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Si les aînés, à un moment, dans le pays, ont agi de sorte à ternir un peu comment on appelle, l'image du journaliste, aujourd'hui, nous avons la volonté, la ferme détermination de redorer donc cette image du journaliste et de faire notre travail dans les règles de l'art. Donc, il faut que les autorités l'entendent et qu'ils sachent qu'il y a cette profession-là, il y a cette corporation-là qui est là. Il faut qu'on puisse les aider et mettre en place un certain nombre d'éléments en place pour pouvoir les... Voilà. Merci Oumar, merci Roland. Oumar dit que nous sommes des talents sur ce plateau, mais il y a Ronaldo aussi qui est un autre talent, qui a décidé de partir de Al Nassr. C'est bien ça, il a dit qu'il va partir et puis... On se demande où est-ce qu'il va. Donc peut-être il va laisser près de 285 millions de dollars de salaire. Il est pourri d'argent, mon frère. Donc ne parlons même pas de lui. Attends, vous voulez passer votre temps avec vous avez parlé de Ronaldo ce matin encore. Merci Laurent, merci Oumar Dianjou, merci à ceux qui nous ont suivis à la maison.